Il y a le marché des produits dérivés, par exemple, du sport. C'est pas la même chose, que ce soit les émissions de télévision, le sponsoring, les paris sportifs. Alors, le travail économique, etc., qu'est-ce qu'il nous apprend? Alors, d'abord, produits dérivés. En effet, pendant très longtemps, comme je vous le disais tout à l'heure, le produit principal, c'était le match consommé dans le stade ou l'épreuve sportive dans un site aménagé. Voilà. Maintenant, on peut se demander quel est le vrai produit dérivé aujourd'hui, parce que les recettes de la télévision sont plus grandes que les recettes au guichet. Donc l'ancien produit principal est en position de dérive, si je puis dire. Mais restons dans l'appellation classique. Donc un premier produit dérivé, c'est je peux dériver de la tenue d'un match de foot, je peux dériver d'autres produits que le seul fait d'asseoir des gens sur des sièges dans le stade. Voilà. Alors le principal, en termes de chiffre d'affaires, c'est la télé. Et alors là, les économistes ont mis un certain temps à bien décortiquer cette question, parce que ce produit dérivé met en fonction deux marchés, ou deux types de marchés. Il y a d'abord ce qu'on appelle le marché des émissions sportives. C'est un marché sur lequel la demande émane de ceux que je vais appeler les consommateurs, mais qui plus précisément sont les téléspectateurs. Il y a des téléspectateurs qui aiment voir du sport, puis il y en a d'autres qui préfèrent des films ou des émissions politiques. Voilà. Bon. Donc là, il y a une demande, et on peut mesurer la demande des téléspectateurs pour le sport par les taux d'audience que le sport réalise à la télé. Alors qu'est-ce que c'est le taux d'audience? Sur 10 émissions qui se déroulent simultanément, quel est le pourcentage que prend l'émission de sport? Voilà. Donc ça c'est un révélateur de l'ampleur de la demande. Et puis, du côté de l'offre, qui offre sur ce marché-là des images en mouvement sur un écran de télévision, ce sont des chaînes de télévision. Voilà. Ce sont des chaînes de télévision qui peuvent être présentes sur le ballon, qui poussent parfois la sophistication jusqu'à être présents sur les équipements comme ici, ou à être propriétaires de clubs. Par exemple, Canal+ a été un temps propriétaire du Paris Saint-Germain, ou aujourd'hui encore M6 est propriétaire des Girondins de Bordeaux. Et c'est une stratégie qui se comprend du point de vue d'une chaîne, parce qu'elle capte sa source d'approvisionnement en images. Hein, si je contrôle les Girondins de Bordeaux, j'ai automatiquement les images des Girondins de Bordeaux, hein, si je suis M6. Voilà. Donc ça, c'est un premier marché. Et puis il y a un second marché qui est le marché des retransmissions sportives. Mais sachez que la plupart des émissions sportives, entre 75 et 85% des émissions sportives, sont des retransmissions. Mais le marché des retransmissions, il ne met pas en jeu les téléspectateurs. Il met en jeu, d'un côté, les chaînes de télévision qui demandent des événements à retransmettre, Roland-Garros, que sais-je. Et puis, de l'autre côté, il y a des organisateurs de spectacles sportifs qui proposent leurs matchs de foot, leurs tournois de tennis, à retransmettre. Et pour cela, ils demandent qu'on leur paye des droits de retransmission, qui vient tout simplement, je vous donne le droit, à vous, chaîne de télévision, de retransmettre, mais vous me donnez un peu d'argent. Bien sûr. Et il y a les articles de sport aussi dans les produits dérivés. Alors les produits, je les appellerai peut-être pas dérivés, mais peu importe l'appellation, ils dérivent bien, d'une certaine façon, ils dérivent bien du fait qu'il y a des gens qui pratiquent du sport. Pas du fait qu'ils le regardent, mais du fait qu'ils pratiquent. Alors soit à haut niveau, comme sur l'image, soit les pratiquants dont on parlait tout à l'heure sur le marché pratique. Et donc là, il y a aussi une demande de la part des ménages, qui est une demande assez curieuse pour un économiste, parce que c'est une demande très très différenciée. Vous n'allez pas prendre le même article de sport pour faire du ski ou pour jouer au tennis. D'un autre côté, c'est une demande assez versatile. Chaque année, les chiffres d'affaires ne croissent pas nécessairement de manière homothétique pour tous les articles de sport, car en effet, il y a des phénomènes de mode. Il y a des moments où, le judo est à la mode, d'autres moments c'est le tennis, d'autres moments c'est le ski, et donc c'est une demande assez peu prévisible. Et ça pose beaucoup de problèmes du côté de l'offre aux firmes. Bon, pas aux grandes firmes, Adidas, Nike, etc., couvrant des parts énormes du marché mondial ou national, ne sont pas trop gênés par ces fluctuations du marché. Mais pour beaucoup de produits très spécialisés, c'est un problème. C'est un problème si
je sais pas quoi, le parapente est à la mode, il faut produire plus de parapentes. Mais les parapentes, c'est pas des millions de parapentes qu'on produit par an. Donc il faut que les firmes s'adaptent à l'ampleur de la demande. Et puis imaginons que du jour au lendemain, le parapente soit... Alors ça a été le cas un peu du ski. Le marché du ski au début des années 90, du ski classique, comme vous en avez peut-être fait, en tous les cas comme moi j'en ai fait, il y a une chute des ventes considérable en raison de deux autres produits qui sont apparus sur le marché. D'abord le snowboard, qui a pris toute une partie du marché. Alors les ventes des snowboards a grimpé énormément, mais les ventes de ski ont diminué. Et puis après le ski parabolique, qui a peu à peu remplacé le ski classique. Voilà. Donc même pour un produit dont le marché est assez grand comme le ski, c'est un peu imprévisible parce qu'il y a les effets de mode, il y a les innovations. Alors une autre caractéristique de ce marché des articles de sport, c'est que c'est un oligopole. C'est-à-dire le nombre des concurrents, notamment au niveau mondial, n'est pas très grand. Ça met en jeu des modalités de concurrence différentes. Parce que la concurrence, classiquement pour un économiste et même pour le citoyen, c'est quelque chose qui joue sur les quantités et les prix. On va baisser ou augmenter les prix, on va en vendre plus ou moins. Voilà, bon. Or, dans les oligopoles, la concurrence, elle est différente. C'est une concurrence qui ne passe pas par les prix, justement. Dans un marché qui serait concurrentiel, si je veux vous piquer une part de votre marché, qu'est-ce que je fais? Je baisse mes prix. Les gens viendront m'acheter mes chaussures à moi et pas vos chaussures à vous. Voilà. Ça, c'est la concurrence selon l'entendement standard. Mais les marchés des articles de sport ne sont pas standards, ils sont oligopolistiques. Oligo, ça veut dire peu nombreux du côté de l'offre. Monopole, il n'y en a qu'un. Oligopole, ils sont peu nombreux. Ils sont plusieurs, mais peu nombreux. Alors, ils ne se font pas de concurrence par les prix. Parce que imaginez qu'Adidas baisse le prix de ses chaussures. Que va faire Nike? Les stratèges de Nike vont dire, attendez, Adidas, là, il baisse ses prix, c'est pour nous piquer une part de notre marché. Qu'est-ce qu'on fait? On baisse les prix, immédiatement. Et comme ils nous ont attaqués, on va même les baisser davantage que n'a fait Adidas initialement. Ça, en économie, ça s'appelle une guerre de prix, ou une guerre des prix. Et la théorie économique démontre que l'issue de la guerre des prix, c'est la disparition successive des concurrents. Et à la fin, on arrive soit à un duopole, il n'en reste plus que deux, soit même un monopole. C'est celui qui avait les coûts les plus faibles, qui a pu encaisser toutes les baisses de prix, les autres ont fait faillite et lui, il reste tout seul. Et comme il y a des économistes qui travaillent chez Adidas, chez Nike, ils savent que c'est très dangereux. On va pas toucher au prix. D'ailleurs, les prix des articles de sport ne baissent jamais, ils augmentent.